Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo pour parler de la vie extraterrestre. Alors pourquoi parler de la vie extraterrestre? On dit j'aborde tous les sujets. Bah, c'est simple, c'est qu'hier j'avais une conversation avec un gars dans un bistrot, avec justement le patron d'un bistrot à Paris, dans le centre, qui est un ami, et puis il me disait que la vie extraterrestre, elle pouvait prendre plein de formes différentes et qu'on pouvait avoir des extraterrestres qui avaient des yeux dans, dans le dos, que la conscience pouvait apparaître dans des formes complètement différentes que les formes que l'on rencontre sur Terre. Et là, je lui disais, mais non, c'est pas possible. Et justement, je lui ai expliqué un peu, alors c'est ma vision des choses, je pense qu'elle est juste, qu'elle est logique. Donc je voulais expliquer pourquoi, à mon avis, dans n'importe quelle galaxie ou sur n'importe quelle planète, quand les conditions du milieu sont propices à la vie, ça donne obligatoirement, on va dire, un humanoïde, un homme, donc quelque chose qui se rapproche un peu de nous. Hein. Alors, il me disait que c'était pas vrai du tout, et puis j'ai essayé de lui expliquer qu'on évoluait dans un cadre rigide, hein, un cadre rigide qui est donné par les lois de la physique et les lois de la biologie. Donc les lois de la physique, donc les lois de la biologie sont entraînées par les lois de la physique, mais c'est vraiment notre univers est régi par des lois physiques bien stables, donc c'est un cadre rigide dans lequel on n'a pas le droit à l'erreur et qu'il ne peut pas y avoir comme je disais tout le temps, hein, des géants avec des formes d'hommes. Hein, ça revient un peu à souvent les questions que j'ai sur internet, on a découvert des géants, regarde, il y a des photos, alors il y a beaucoup d'arnaques sur les géants, hein, je parle un peu des géants là parce que ça a un rapport un peu avec la vie extraterrestre. Donc, s'il y avait des géants avec nos proportions physiques, ça ne serait pas nos proportions, ça ne serait pas possible. Un géant, il ne pourrait pas avoir nos proportions d'humain. Il serait obligatoirement, parce qu'il y a des règles physiques, hein, mais il serait obligatoirement avec des membres plus courts, plus massifs, un peu comme les membres d'éléphants, des grosses articulations comme les girafes qui se tendent et qui se fléchissent pas tellement. Hein, pour pas s'effondrer sur son propre poids, et jusqu'à un certain niveau, on va dire, hein, les dinosaures c'était des espèces de pattes qui étaient comme des colonnes, hein, avec une grosse colonne vertébrale au milieu, ça avançait, plus c'était gros, moins ça avançait facilement, donc plus c'est gros, moins c'est svelte, moins c'est rapide, plus c'est gros, moins c'est je veux dire, rapide. Un éléphant court vite, mais il faut qu'il fasse attention, et s'il tombe sous son propre poids, il risque de se blesser. Une chute pour un éléphant, c'est très dangereux. Donc si des géants pouvaient exister, ils n'auraient pas du tout notre forme, ils seraient plus rablés, plus courts, ils ne pourraient pas avoir notre structure, leur fémur se casserait, leur col du fémur se casserait sur leur propre poids. Ils devraient avoir des cols du fémur proportionnellement beaucoup plus larges pour soutenir leur masse de chair, leur masse de bois, parce que la résistance des matériaux est faite pour être résistante jusqu'à une certaine limite. Ça veut dire c'est un géant ne pourrait pas avoir à ce niveau de notre structure. S'il avait des os en os, il devrait avoir les os beaucoup plus larges. Hein. Autrement, s'il avait notre structure, il aurait des os en acier, hein, pour compenser justement cette masse. Donc c'est pas possible, dans le cadre rigide des lois physiques de notre monde, c'est pas possible d'avoir, à mon avis, un être conscient, un être avec des notions de temps, un être supérieur, on va dire avec des supérieurs entre guillemets, donc un être qui est capable de parler avec des notions de temps, d'espace, d'avoir un langage, un langage complexe, hein, avec la capacité de dire je suis, j'étais, je serai, si on ne passe pas par l'étape humanoïde. Hein. C'est peut-être qu'une étape qui mène après à des états de conscience supérieurs, mais dans le cadre de l'évolution, c'est quasiment impossible. Donc je vais expliquer ça, je vais aussi essayer d'expliquer pourquoi les dinosaures n'ont pas pu donner, justement, il y a eu ces grandes catastrophes, hein, on suppose qu'ils n'ont pas disparu si vite que ça, il y a quand même une grande catastrophe due à un astéroïde, on suppose que ça a accéléré leur disparition, mais pourquoi les dinosaures qui existent encore, ce sont les poulets qu'on mange, ce sont les oiseaux, donc on mange du dinosaure tous les jours. Hein. Le poulet frit du Kentucky, c'est du dinosaure frit du Kentucky, si vous voulez. Hein. C'est une évolution, ils n'ont pas disparu. Hein. Les dinosaures de petite taille, on les retrouve dans nos assiettes, si vous voulez. Mais les gros ont disparu, ils n'étaient plus adaptés. Mais un être conscient, avec un niveau de conscience élevé, donc avec des notions de temps et d'espace, capable de dire je suis, j'étais, je serai, donc avec un vocabulaire élevé, bah, en général, s'il y a une évolution, il ne peut passer que par le stade humanoïde. Hein. Après, évidemment, il peut aller vers d'autres stades. Alors pourquoi ?
Bah, tout simplement à cause de ces notions de temps que l'humain doit véhiculer, que l'être conscient, la conscience supérieure doit véhiculer. Et ça ne peut se faire, comme je disais hein, hier dans la conversation, que si on est... Alors nous, c'est un insectivore, mais ça aurait pu être quelque chose d'autre. Donc, c'est juste s'il y a un animal, hein, un animal qui marche à quatre pattes, hein, par exemple, se déplacer à quatre pattes, c'est ce qu'il y a à la rigueur, à la base, de plus fonctionnel. Hein. On se déplace à quatre pattes, c'est très facile. C'est moins économique que la bipédie, mais c'est pas mal pour chasser. Ça permet d'être plus rapide. Ça permet d'être plus agile, hein, être à quatre pattes, hein, c'est pouvoir sauter plus facilement, mais c'est un peu moins économique que la bipédie. Donc, à la base, comme on avait le coup des quatre nageoires pour se déplacer, deux qui propulsent, ou quatre qui propulsent, en faisant varier en ondulant, hein, s'il y a des petites nageoires, ça permet de se reposer au sol. Donc, c'est mieux d'avoir 4, on peut pas en avoir plus, ça ne sert pas à grand chose. Hein, tout ça, c'est des questions d'économie d'énergie. Hein. Donc, on monte, on fait une évolution progressive, on se met à arriver sur Terre. D'abord, on est sur le sol, on rampe un peu dans un sol avec de l'eau, on est dans l'eau. Après, on va plus ou moins sur Terre, soit pour chercher de la nourriture, parce que les plantes se sont développées, soit pour fuir des prédateurs. Et puis après, on y reste, on se reproduit dans un milieu de liquide. Hein. Comme j'explique tout le temps, on pond des œufs. Après, on se pond des œufs avec des coquilles, ça permet de conserver l'humidité, de laisser nos petits... qui ne se déshydratent pas quand ils se reproduisent dans leurs œufs. Hein. Comme on dit tout le temps, le bébé humain, le bébé des mammifères, hein, c'est tout simplement un œuf sans coquille hein, qui s'est accroché à la maman et qui la parasite hein, par un système de vaisseau avec le placenta qui se met, qui se greffe sur la maman. Alors c'est un truc très très complexe, mais un bébé humain, donc le bébé dans l'utérus, hein, c'est tout simplement, en fin de compte, vous voyez, c'est un œuf. Hein, à la base, c'est un œuf sans coquille qui vient s'agglutiner sur l'utérus de la maman, hein, qui est pondu, qui est fécondé dans un milieu liquide, hein, dans lequel nos ancêtres étaient, et puis qui vient parasiter la maman, hein, et puis qui vient lui prendre beaucoup d'énergie pour se développer dans la maman. Ben, c'est un œuf à la base. Hein. Donc c'est au lieu d'avoir l'œuf lui-même avec sa réserve de nourriture faite par la maman avant, ben, l'œuf n'a plus besoin de réserve de nourriture, il prend directement sur la maman en s'agrippant, tu vois, avec ce placenta et ses communications de tous ces vaisseaux hein, qui vont du petit à la maman. Alors tout ça c'est hein, le bébé humain. Hein. Le bébé humain, enfin, non, le développement du fœtus, c'est un développement en fin de compte d'un œuf sans coquille à la base. Hein. Et l'uvitellium, je ne sais plus quoi, bah, en fin de compte, bah, c'est le placenta qui s'est greffé sur la maman hein, et qui continue à récupérer de l'énergie au lieu d'être une réserve d'énergie, comme vous voyez les poulets qu'on sort, hein, bah, ils ont leur petite réserve d'énergie pour leur croissance jusqu'au moment où ils sortent. Bah, là, l'avantage c'est qu'on peut grandir plus longtemps hein, dans le ventre de la maman et puis pouvoir avoir des petits plus complexes qui sortent. Donc ça c'est la première étape, hein. Mais c'était pas le but de parler de ça, je voulais montrer pourquoi on arrivait à un être conscient obligatoirement bipède. Donc après on est à quatre pattes, on est au sol. Les dinosaures étaient au sol, il y avait les dinosaures, les reptiles mammaliens qui ont fait les premiers mammifères dont nous sommes issus. Hein, donc on a des espèces de glandes sudoripares, des glandes qui sécrétaient du sébum, ça, qui sont transformées progressivement, qui graissaient le poil, hein, par exemple. Hein, les petits se sont mis à prendre ça, donc on est devenu mammalien, on est devenu des espèces d'animaux où les petits sortaient, continuaient à manger, à lécher les sécrétions des mamans sur le ventre hein, pour avoir plus d'énergie. Donc, ils n'avaient pas à se nourrir par eux-mêmes, donc ça permettait d'avoir des petits plus complexes, un cerveau plus développé longtemps, et un petit protégé, donc une vie sociale aussi plus importante, puisqu'il y avait une relation maman plus importante, hein, parce que le petit mangeait sur la maman, et la maman continuait à lui donner à manger. Donc, bon, c'est pas fondamental, mais c'est pas ça qui va donner réellement l'être conscient, mais ça joue quand même. Donc après, on était un petit insectivore, mais je suppose que ça a dû se passer comme ça sur de nombreuses planètes, dans de nombreuses galaxies, hein, quand les conditions
propices de chaleur, de température, d'humidité sont là, ben, la vie apparaît obligatoirement, et puis si elle est bonne, ben, elle donnera un être conscient, capable de dire je suis, j'étais, je serai. Donc en continuant l'évolution de l'homme, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nos ancêtres sont montés dans les arbres, hein. Alors là, c'est des insectivores, on avait des doigts, tout ça, cinq petites mains, donc c'est mieux un pouce, 4 pour saisir, hein. Donc c'est tout le temps, tout ça c'est hérité des rayons des nageoires à la base, hein, de la structure des poissons, hein. On retrouve après le même nombre d'eau primaire dans les premiers poissons, et puis dans les... c'est allé en diminuant, on va dire quand même, mais on retrouve pas la même structure, hein. Chez tous les vertébrés, il y a une même structure de base, donc on voit qu'on vient d'une même structure, et cette structure peut se simplifier, mais en général se complexifie rarement, hein, elle se simplifie. Alors on retrouve maintenant effectivement des recomplexifications, mais c'est en général des chemins plus aléatoires dans l'évolution, mais ça existe. Mais en général, les structures se simplifient, mais peuvent par exemple se simplifier au niveau du nombre, mais peuvent se complexifier au niveau de la structure même d'une structure, hein. Mais j'expliquerai après niveau évolution, c'est pas mon truc de l'expliquer ça, mais donc je vais plus loin. Donc on est nos ancêtres, un petit mammifère, on dit insectivore, mais c'est nous qui donnons qui catégorisons comme ça dans des tiroirs, mais ça se passe pas vraiment de cette façon, hein. C'est un buissonnement, hein. Donc il y en a qui marchent, qui se reproduisent, qui font beaucoup de lignées, qui elles-mêmes se divisent, puis certaines ne sont pas adaptées avec un changement de climat en permanence et disparaissent. Avec un changement de climat, elles ne sont pas adaptées à un changement de milieu et elles disparaissent. Ça c'est classique, hein. C'est l'évolution en général, la sélection du plus apte, hein. Mais cette sélection a pour but, hein, de tout le temps avoir des véhicules à gènes, hein, tout le temps mieux adaptés à un milieu permanence changeant, hein. Donc on ne peut pas avoir stabilité dans l'univers. La stabilité, c'est la mort, hein. Un mort, il ne bouge plus, il ne mute plus, il ne se transforme plus, hein. Ce qui ne se transforme plus ne vit plus, hein. La vie, c'est un changement perpétuel, un changement d'état. Un peu de philosophie dedans. Donc, on est un insectivore, on monte dans les arbres, on devient arboricole, on revient au sol des fois, hein, tout ça, puis on prend un certain poids dans les forêts, il y a moins de prédateurs, donc on devient une espèce de petit singe, hein. Après on devient un singe de taille plus importante, un primate, hein. C'est nous qui donnons le nom singe, mais c'était nos ancêtres, hein. Et nos ancêtres, hein, arrivent à un certain niveau où ils pèsent à peu près, nos ancêtres communs, donc les plus proches, c'est les chimpanzés, les plus proches, et un peu plus éloignés, les gorilles. Donc les chimpanzés, donc c'est nos ancêtres, c'est pas nos ancêtres, mais c'est nos cousins, pardon. Excusez-moi, c'est la pollution. Donc c'est pas nos ancêtres, c'est nos cousins. Donc nos cousins les plus proches, ce sont les chimpanzés. Donc les chimpanzés, nous avons un ancêtre relativement récent, 6 millions d'années, et les gorilles un peu plus anciens. Donc nous on descend d'un ancêtre qui avait sûrement des points communs avec la structure des chimpanzés, donc qui était un ancêtre arboricole, hein, donc l'homme, donc qui se déplaçait dans les arbres, hein, qui devait peser entre 40 et 60 kilos, hein. Faut pas espérer qu'il pèse plus, parce que une histoire de bipédie, je vais vous l'expliquer, nos ancêtres ne pouvaient, les ancêtres qui ont donné l'homme ne pouvaient être que des ancêtres d'un certain poids, hein, comme j'ai expliqué. Parce que, je vous l'explique encore, le coup de la main, quand on est un animal arboricole d'un certain poids, donc qui se nourrit de fruits, qui se déplace en 3 dimensions, donc qui a les 2 yeux comme ça, qui est capable de percevoir qui a un développement du cortex visuel très important parce qu'il se déplace en 3D, donc il est obligé de penser très rapidement pour choper les branches, de voir les couleurs pour choper les fruits, hein, les fruits qui sont donnés par la nature, hein, donnés pour que les animaux les mangent, hein, donc c'est des offrandes données par les arbres, c'est des offrandes intéressées bien sûr. L'arbre vous donne de l'énergie, hein, l'arbre vous offre des fruits, donc entouré d'une pulpe voyante, hein, donc il y a eu sûrement un développement des fruits, de la couleur des fruits, parallèlement avec le développement des primates et le développement des animaux, aussi des oiseaux, tout ce que qui mangeaient des fruits colorés et qui permettaient de chier les graines qui sont dans les fruits
assez loin qui ne parasitent pas les parents. Hein. Si vous voulez, c'est la nature, c'est une symbiose, si vous voulez. Hein. C'est offrande. La nature offre des calories sous forme de fruits aux animaux pour que ces animaux aillent chier les graines plus loin et permettent justement aux arbres, hein, à la nature, à ces arbres, de pouvoir croître et de croître sans se parasiter les uns les autres. Donc, hein, si vous avez un arbre et une graine qui tombe en bas, c'est pas top parce que l'arbre déjà est grand, il aura bouffé toute l'énergie qui est dans le sol, hein, tous les sels minéraux, donc et couvrira le ciel et empêchera la lumière de passer. Donc, pas les minéraux, on va dire, parce que l'arbre crée de l'énergie, crée des hydrates de carbone, de sa structure à partir de l'air, si vous voulez, hein, aussi. Hein. Mais quand même, les minéraux jouent aussi dans la structure, dans la construction d'une certaine partie de son organisme. Mais la grande partie des arbres est tirée de l'air, de l'atmosphère, de l'air, hein, et de la lumière. C'est très important à savoir. Donc, les arbres, les végétaux offrent des fruits, donc nous étions avec justement une vision très développée, capable de voir des fruits, parce que nous étions en symbiose avec les végétaux, hein, et nous vivions de ça. Alors, évidemment, on mangeait aussi de la viande, c'est plus facile de récupérer l'énergie chez les autres animaux, surtout quand on a un gros cerveau qui fonctionne et qui est fait pour aller chercher des plantes, donc un cerveau volumineux, à un certain moment, c'est intéressant d'aller plus rapidement chercher de l'énergie chez des animaux qui l'ont déjà synthétisé, qui ont déjà synthétisé l'énergie à partir des calories récupérées chez les plantes. Hein. C'est tout le temps, hein, c'est un cercle. Hein. Le monde se nourrit du monde. Hein. Dieu se nourrit de lui-même et la nature se nourrit d'elle-même. C'est tout le temps un cycle. Donc, nous étions dans les arbres, comme j'ai dit tout le temps, donc 50, 60 kilos, avec des mains en crochet, parce qu'à ce point-là, quand on prend de la vitesse, si on est trop lourd pour pouvoir s'agripper musculairement uniquement, donc on est obligé d'avoir une rétraction des fléchisseurs des mains. Cette rétraction des fléchisseurs des mains fait qu'on peut tendre les mains comme ça, porter des trucs à la bouche, et dès qu'on tend la main comme ça, ça rentre en crochet. Vous voyez, on est là, et dès qu'on tend comme ça, les doigts se referment, et à ce moment-là, on peut se déplacer facilement dans les arbres. Donc, une sélection naturelle sur ceux qui avaient les fléchisseurs des doigts les plus courts. Donc, ce qui se passe, c'est que quand ils se baladent au sol, ils se baladent sur des phalanges, hein, comme ça. Et comme ils sont sur les phalanges, ils ont le buste un peu redressé. Et là, très facile de passer en bipédie, quand on a le buste un peu redressé, quand on marche sur les phalanges et qu'on pèse 40, 50 kg. Vous voyez, c'est des règles physiques qui régissent le monde. C'est parce que le monde a cette structure physique, a cette structure mathématique, que la vie ne peut prendre que cette forme-là. La vie consciente et intelligente ne peut passer que par cette forme-là. Vous voyez, c'est très particulier. Alors, je vais expliquer comment on est devenu conscient. Alors, un gorille, par exemple, lui, va ne pas se redresser ou avoir du mal. Il y a Ambam qui se redresse dans un zoo, anglais. Il a vu, il marche très très bien. Mais le problème d'Ambam, le problème des gorilles, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de se mettre tout le temps debout non plus. Parce que comme ils sont très gros, hein, j'ai expliqué, ils ont un grand système digestif. Donc un grand buste, beaucoup plus grand que le buste d'un chimpanzé, parce qu'ils ont un gros système digestif pour nourrir ce grand corps surtout de mâles, hein, qui se battent entre eux, qui font une sélection sexuelle sur la force, hein, et pas sur la taille des couilles, comme j'ai mis dans une autre vidéo. Donc ils sont trop gros, ils ont les mains en crochet, mais ils sont trop gros pour se redresser en permanence, vu qu'ils ont un grand buste, donc ils marchent, le dos horizontal, ils ne se relèvent pas tout le temps, alors que le chimpanzé, lui, ayant un buste plus court, étant un peu plus carnivore, hein, parce que ils ont pris cette option-là, ils sont en groupe un peu plus petits, 50-60 kilos, avec un gros cerveau quand même, donc ils vont chercher des lipides et de la bouffe chez les autres animaux, c'est plus facile que d'aller uniquement les chercher dans les arbres, hein, donc ils sont un peu prédateurs en forêt, déjà habitués, donc nos ancêtres étaient un peu comme les chimpanzés, hein, donc à peu près le même poids, et ils devaient se déplacer, le buste légèrement incliné, et sur leurs phalanges qui les redressaient encore plus. Donc ils étaient en forêt, ils sont passés en savane, donc nos ancêtres sont passés en savane pour des raisons, alors réchauffement climatique. Est-ce qu'ils ont fui les forêts parce qu'il y en avait déjà en forêt, c'était trop nombreux, donc par concurrence, certains se sont réfugiés en savane, ce qui fait que certains se sont réfugiés en savane, et là, en savane, la bipédie totale avait un avantage énorme, ça permettait de voir loin. Comme il y a moins de nourriture en savane, on se déplace sur de longs trajets, parce qu'on ne peut pas manger des fruits, il y a beaucoup moins d'arbres, donc le régime devient moins frugivore et plus carnivore. Hein, on se met à manger de la charogne fraîche, on observe de loin, ou de petits animaux qui se cachent dans des trous, hein,
ou des insectes, des trucs comme ça, mais on est sur un plus grand territoire parce que le territoire est moins riche. Il est très riche en végétaux quand même, en herbes, mais nous, dans les forêts, nos ancêtres n'étaient pas habitués à bouffer des végétaux très riches en cellulose. Hein. Donc ça, ce sont les gros herbivores qui ont une usine à dégrader la cellulose par fermentation, qui sont capables de le faire dans les savanes. Donc gros herbivores, gros prédateurs, gros problème dans les savanes qu'on rencontre, c'est les prédateurs, et là, c'est catastrophique. Et là, ça se passe sur toutes les planètes. Attention, ce que je dis, c'est sur toutes les planètes. Ça peut pas, à mon avis, ça ne peut pas être autrement. Dans l'eau, vous n'aurez pas le même genre d'intelligence avec la façon de parler avec des notions de temps et d'espace. Je vais vous expliquer comment ça vient. Donc, on est en savane. Je vous refais un peu tout le temps cette histoire de la savane. C'est tout le temps intéressant. Hein. On est devenu bipède. Alors, on peut marcher au début très bien, mais on est les victimes des prédateurs, hein, tigres dents de sabre ou autres. Alors, sur les autres planètes, ça se passera obligatoirement comme ça. Hein. Alors il y aura des prédateurs, hein, il y aura des arbres, hein, parce que la vie prend tout le temps le même chemin. Hein. Pour mener à la conscience, c'est tout le temps la même chose sur toutes les planètes. Donc, on se retrouve en savane. Là, milieu très dangereux parce qu'il y a des gros prédateurs. Peu d'endroits pour se réfugier, on se met près des arbres. Les femelles, qui en général sont devenues bipèdes, ne portent plus leur bébé sur le dos, le portent dans les bras, et là, elles ne peuvent pas courir. Donc les femelles restent près des arbres. Comme je le dis tout le temps, la femelle va rester près des arbres. En savane, il va y avoir une hiérarchie plus importante parce que c'est très dangereux, donc on ne peut pas se disperser avec un chef ou deux chefs. Hein. Il y aura un chef cruel, en général, qui est là, qui veille sur le groupe, hein. Cruel parce qu'il fait peur aux autres, c'est lui le chef, mais on le suit, s'il est mauvais, bah, tout le monde y passe, mais en général, s'il commence à être mauvais, il y passe lui aussi le premier. Donc en général, un chef impressionnant, donc une structure hiérarchisée importante, hein, de groupe. On devient un animal social parce que c'est très important de survivre en savane, en groupe, parce qu'il y a des prédateurs. Donc comme on est dans les arbres, on est bipède, on a libéré nos mains. Nos mains, on peut jeter des cailloux, très mal au début, sur des prédateurs, donc on les éloigne. Et à ce moment-là, comme on est en savane, les femelles restent près des arbres parce qu'elles sont des victimes potentielles avec leurs petits dans les bras. Nous, partage des tâches, on va chercher la bouffe. Donc ça se passera quasiment obligatoirement de la même façon sur les autres planètes. Hein. Faut pas penser que ça sera différent. Les femelles restent près des arbres, les hommes vont chercher de la nourriture en chassant, en se protégeant, parce qu'on mutuellement en ramenant la nourriture aux femelles pour le surplus de calories. Hein. En allant chercher ça, on libère nos mains. Hein, on libère nos mains. Nos mains sont faites pour lancer et se protéger, mais aussi pour porter de la nourriture. On ne grimpe plus peu dans les arbres juste pour se réfugier. Et, chose fabuleuse, apparaît le langage. Le langage qui nous met, comme je dis toujours, à l'image de Dieu. Hein. Et comment il apparaît, bah, c'est tout simplement comme on se déplace dans des zones très grandes, on est devenu bipède, donc on marche, c'est économique. Hein, de marcher, ça ne dépense pas beaucoup, c'est pas rapide, mais c'est économique sur de longues distances. On peut marcher la journée quand il fait très chaud, quand il n'y a pas de prédateurs, hein, pas beaucoup de prédateurs, donc on marche parce que les gros animaux ne thermorégulent pas comme nous, on thermorégule avec de l'eau, on évacue l'eau, donc obligatoirement, si nous avons des êtres qui vont visiter notre planète, mais à mon avis ils ne viendront pas la visiter, je vous l'expliquerai après, ils auront obligatoirement notre forme. Mais à mon avis, il n'y a aucun intérêt à venir visiter notre planète. Donc, à ce moment-là, on se déplace à grande distance, on libère nos mains de la locomotion, ça devient des outils de précision ou des outils de lancer pour se protéger. Au début, on se protège et on ne chasse pas. Et surtout des outils d'indication pour le langage. Hein. Et on peut indiquer, parler avec nos congénères quand les femmes sont restées près des arbres, à la maison. Et là, on indique hein, les directions, on dit « je vais, je viens hein. ». Si on a vu un prédateur, on revient, on dit « ouh, ouh, ouh ». Si on montre le passé, donc on indique une pointe, on indique je vais, je vois, on mémorise, hein, c'est-à-dire on a parlé d'abord on communiquait avec des grognements au début, et on indique la flèche du temps. Je vais, le futur, je viens, le passé. On met des sons sur les gestes, comme je le dis tout le temps dans mes vidéos, hein, ouhou, le passé, aha, le futur. On enlève les gestes et on se retrouve dans notre langage avec des notions de temps. Vous comprenez? On a eu des notions d'espace, comme indication, de pointage. On se retrouve avec des notions de temps, ce qui permet à l'homme d'être quasiment le seul animal à pouvoir communiquer avec des notions de temps dans son langage. Ce qui ne veut pas dire que les autres animaux, les autres animaux
n'ont pas de notion du temps. Un chien pense au futur, il organise des actions dans sa tête, il se souvient du passé, mais il n'est pas capable de l'exprimer dans son langage et de l'exprimer aux autres. Il ne peut pas prendre la tête pour montrer à son maître, viens par là, pour lui indiquer. Il a les notions de temps, mais il ne peut pas l'exprimer. Seul l'homme est le seul animal. Alors il y a les abeilles aussi, mais c'est pour d'autres raisons. Seul l'homme est le seul animal évolué avec beaucoup de cellules nerveuses à être capable de communiquer avec des notions de temps et d'espace. Donc il est capable de parler du passé. Et en parlant du passé, il va doubler ses connexions neurales et tripler et conserver juste les souvenirs importants qu'il a vécus. En se remémorant son passé, il se remémore en fin de compte uniquement par la parole. C'est-à-dire j'ai baisé. Ce sont des sons, mais des sons qui correspondent à des actions vécues avec les 5 sens, qui seraient trop lourdes à gérer. Donc vous voyez, si on pensait comme ça. Donc on est les seuls à pouvoir, par la pensée avec des notions de temps qui sont compressées, la pensée avec des sons, donc après on met des sons sur des objets, sur des choses, sur des sensations, donc ces notions de temps nous permettent de construire notre futur en groupe, d'organiser des chasses, il y a des choses très primaires au début, c'est vous voyez, c'est on va manger, c'est-à-dire qu'on gagne du temps sur la communication, on n'est pas obligé d'exprimer avec de grands gestes, la parole suffit, ça veut dire, sûrement au début, très primaire, ça veut dire on va manger, ils n'ont plus besoin de tirer, de bouger, c'est très très économique. Et ensuite arrive, justement, après ces notions de temps, donc on est le seul animal à pouvoir dire j'étais, je suis, et je serai. Et là naît la conscience supérieure, le fait de pouvoir parler aux autres, de communiquer aux autres, de parler du futur, parler du passé, redoubler les connexions synaptiques, donc inscrire les souvenirs d'une façon puissante dans le cerveau et qui reste là, qui ne s'évacue pas, et organiser nos actions futures, et chose qui vient encore, et puis se parler à soi-même aussi, et puis comme je dis tout le temps, se parler à soi-même, c'est la première étape avant de parler à Dieu. On parle à quelque chose qui est supérieur, s'extérioriser de nous-mêmes, c'est ça les notions de temps, c'est je me parle à moi-même, j'aimerais faire ça, vous voyez, c'est je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas. Ça veut dire que vous êtes mentalement projeté par la parole dans le futur. Vous comprenez? Au commencement était le verbe. C'est très très profond. Et ça vient de la libération des bras. Donc il a fallu monter dans les arbres, redescendre, avoir des membres qui étaient spécialisés dans la locomotion dans les arbres et un peu à 4 pattes, mais à la base, avoir des membres spécialisés dans la locomotion dans les arbres, parce qu'on était en savane, mais on se réfugiait encore dans les arbres. Ces membres ont été libérés des fonctions locomotrices et sont devenus des objets de communication permettant d'accéder aux notions de temps et d'espace. Alors le langage complexe est arrivé un peu après, quelque chose de fabuleux, c'est comme je dis tout le temps, c'est le fait de compresser le langage. Le langage, c'est-à-dire que et la pensée, c'est-à-dire que le fait de parler avec des mots, donc des sons correspondant à des choses, à des actions, ça, c'est de la compression de données, si vous voulez. Et on peut être sûr que le cerveau a grossi à partir du moment où on a commencé à compresser des concepts uniquement en son. Ça veut dire quand vous pensez coucher de soleil, je le dis tout le temps, quand vous pensez coucher de soleil, quand c'est un animal qui pense coucher de soleil, c'est très primaire ce que je dis, il ne peut pas penser en son coucher de soleil. Il va se remémorer le coucher de soleil avec ses cinq sens. Donc il va se remémorer la couleur par ses yeux, le vent dans ses poils, donc vous imaginez la sensation qu'il a, l'odeur qu'il y avait à ce moment-là. Donc une pensée est liée à 5 sens. Et donc c'est une pensée qui prend beaucoup de place dans la cervelle des animaux. Elle ne peut pas être utilisée rapidement. À partir du moment où vous pensez coucher de soleil en mots, coucher de soleil, vous n'avez plus besoin de vous remémorer par vos 5 sens et par la mémoire associée justement à cette sensation. Donc une mémoire qui mémorise les sensations des 5 sens à cet endroit-là. Donc c'est tout le temps une interaction. On mémorise les choses de cette façon-là.
Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de données dans le cerveau. Et c'est trop long à utiliser. Vous voyez, vous ne pouvez pas communiquer avec. À partir du moment où vous pouvez compresser en son des concepts, que ce soit des choses ou des sensations, vous pouvez penser beaucoup plus vite et penser utile. Donc, la mémorisation devient utile, alors qu'avant, elle devient trop lourde. On mémorise par instinct, ou on mémorise que quelque chose, on ne va pas mémoriser plein de trucs, ça serait trop lourd à utiliser. À partir de ce moment, on peut mémoriser beaucoup de choses compressées, on peut l'utiliser dans la communication et dans les relations sociales, et dans la construction du futur et du passé. Donc vous voyez, le fait d'avoir un langage compressé en son, en parole, au commencement était le verbe, c'est la parole qui compte, c'est parler des notions de temps et d'espace, et parler avec des mots compressés en son qui représentent des concepts que l'on vit avec nos 5 sens. Mais à partir de ce moment-là, le cerveau se met à grossir parce que le cerveau peut grossir. Il est utile, si vous voulez. Penser, accumuler des mémoires, une mémoire énorme qui fonctionnerait trop lentement parce que ce seraient des données qui seraient trop lourdes à gérer, des données, c'est pas possible. Là, vous pensez juste rose, vous n'avez pas besoin de penser la fleur, la tige, l'odeur. Vous pensez rose, hop, hop, c'est placé dans le cerveau. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Donc à partir du moment où on a stocké en son des données, et qu'on a une notion de temps et d'espace, on est devenu un homme. Et là, commence la civilisation. Le cerveau se met à exploser parce que lui, il peut grossir à ce moment-là, celui qui a un peu plus de cellules par là ou par là, elles deviennent des neurones, elles deviennent utiles cette fois-ci. Alors qu'avant, ça ne sert à rien. La nature n'aime pas l'inutile. Donc, cette mémoire, cette capacité de mémoriser devient, pour une fois, fonctionnelle. Elle peut être utilisée rapidement, alors qu'une mémoire qui utilise trop vite, vous pensez il y a un prédateur qui arrive, vous allez commencer à penser avec tout votre système nerveux, avec toutes vos sensations, c'est trop lent. Vous ne pouvez pas. Vous le pensez en son, c'est très vite. Hop, 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 vous agissez. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Donc on devient un être doué de parole et on devient un humain, donc on commence à parler de notion de temps et d'espace et avoir la conscience, extérioriser soi-même par la parole, parler à Dieu, avoir une conscience de l'univers, conscience de Dieu, conscience de qui nous sommes, et ça, c'est l'homme. Et à ce moment-là, on peut avoir des civilisations techniques, organiser notre futur à plusieurs, mémoriser des choses importantes, transmettre une culture, parce qu'on est capable de mémoriser des grosses quantités de données compressées en son, et là naît l'homme culturel, naît l'homme religieux. Donc, et vous avez remarqué que ça ne peut passer que par un être qui descend des arbres, qui devient bipède, parce qu'il libère ces objets qui indiquent la flèche du temps, qui permet une notion de temps et d'espace, et après naît un langage compressé aussi. Donc, sur toutes les planètes, ça doit se passer de la même façon. Alors on me dit, oui, mais les dinosaures auraient pu devenir comme ça. Alors là, j'explique, les dinosaures n'auraient pas pu devenir comme ça, parce que tous les quadrupèdes, s'ils se relèvent, ils sont d'abord quadrupèdes. Ils ne voient pas leurs mains. Les omoplates sont orientés vers le haut, ils sont quadrupèdes, ils marchent comme ça, si vous voulez. Nous, on est passé dans les arbres, on fait des circonductions, et nos bras sont devenus visibles à nos yeux. On voit nos bras, donc on peut communiquer quand on descend au sol. Alors qu'un quadrupède, vous regardez les dinosaures, ils avaient des petits membres devant. Tu es à quatre pattes, tu te relèves, tu ne vois pas tes mains. En général, les quadrupèdes, ils mangent avec leur cou. Leur cou, c'est leur bras. Un cheval, son bras, c'est son cou. Il va chercher les choses avec sa bouche. Un chien, quand il vous tire pour vous dire qu'il vous aime bien, il vous tire par sa bouche, comme ça, et il vous amène quelque part. Alors, chez certains primates, comme les lions ou les ours, on a déjà une pronation, supination, le chien qui est un coureur l'a perdu, mais il ne voit pas bien leurs jambes. Il peut les voir comme ça, mais quand il se déplace, il ne peut pas. Il est parfaitement adapté en déplacement quadrupède. Donc, les seuls qui sont redressés, comme c'était certains dinosaures, ou des fois les ours, même les ours ne voient pas leurs membres. Ils sont là, ils peuvent donner des coups, mais leurs membres sont vers le bas parce qu'ils sont en pleine bipédie, en pleine quadrupédie. C'est très dur pour eux de voir leurs membres. Donc une vraie bipédie utile pour pouvoir générer des notions de temps et d'espace, c'est celle qui passe par les arbres et qui revient au sol. Et là, vous avez des grands objets, des grands outils qui permettent de visualiser et de bouger dans tous les sens, indiquer les directions, pointer dans tous les sens. Alors qu'un quadrupède, lui, il va se redresser, il aura les omoplates dirigées de haut en bas, alors que nous, on les a un peu vers le haut externe, et lui, il ne pourra pas voir ses mains, mais il ne pourra pas faire indiquer les directions. Vous voyez, les dinosaures, ils marchaient comme ça avec leurs petites pattes, ils ne voyaient pas leurs pattes. Même les vélociraptors, on les voit dans les films de, comment il s'appelle, Jurassic Park, là, même, ils ne voient pas ces pattes. Donc, ça pose des problèmes dans la communication, dans la possibilité
de gérer il ne peut pas les utiliser comme des objets de communication. Tout juste peut-il s'agripper aux femelles. Hein, c'est pas évident. Un chat, il peut attraper des choses, mais il est plus souvent à quatre pattes et c'est dur pour lui d'emmener l'épaule sur le côté. Hein, le chat, il est fait comme ça, il est quand même souple, mais il ne va pas pouvoir faire des mouvements de circonduction, comme ça. Regardez un chien, vous prenez, essayez de lui faire un mouvement latéral ou lui péter le pec. Il est fait pour marcher comme ça, un chat un peu plus, un ours peut arriver comme ça, mais c'est quand même des quadrupèdes. Donc il faut vraiment passer dans les arbres, revenir au sol pour libérer des membres qui servent à la communication et communiquer des notions de temps et d'espace. Donc sur toutes les planètes, ça doit se passer comme ça, et on ne peut pas passer d'un être quadrupède à un être bipède qui sera doué justement de ces notions de temps dans le langage. Ça passe par les arbres, obligatoirement. Donc ça, c'est pour bien expliquer que le cadre physique du monde oblige la conscience à passer par un être bipède humanoïde, à la base. Alors, effectivement, moi je ne connais pas tout, mais il peut y avoir des consciences supérieures qui ne sont plus du tout humanoïdes. Mais elles auront dû, à mon avis, passer par ce stade humanoïde avant peut-être de s'incarner ou dans des ordinateurs, ou dans des ondes, ou je ne sais pas, on n'en est qu'au début de l'humanité, ou peut-être qu'on va s'arrêter là parce qu'on n'est pas bon, c'est à nous de continuer. Mais la conscience capable de dire, être capable de dire j'étais, je suis et je serai, donc d'être à l'image de Dieu, au commencement était le Verbe, passe à mon avis obligatoirement par un être bipède qui sera plus tard doué de langage complexe avec une notion de temps et la compression de données en son. Ça c'est la base. Après évidemment ça peut changer. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore Alors, oui, évidemment c'est qu'une étape. Comme dit-on, on va sûrement atteindre un niveau supérieur de conscience. Peut-être dépourvu de passions humaines. Ça c'est peut-être des passions humaines, donc de colère, de haine, de jalousie. Peut-être que c'est quelque chose qu'on peut essayer d'atteindre, bien que la vie risque d'être un peu triste comme ça, à moins qu'on arrive à se mettre, à vibrer, à bien vibrer, à trouver d'autres... je ne sais pas, mais en tout cas, il faudra essayer progressivement de se débarrasser de toutes ces passions qui font la vie, qui font le piquant de la vie, mais qui aussi l'empoisonnent un peu, la voie du milieu, comme dirait Bouddha. Alors, donc peut-être que nous deviendrons un être plutôt froid, calculateur, et c'était le thème du film de Spielberg, qui est un très bon film, je trouve. Intelligence artificielle. C'était des êtres supérieurs qui essayaient de comprendre ce qu'était l'amour, parce qu'ils étaient en plein calcul, en plein recul sur ce qu'ils étaient. Ils avaient dépassé leur animalité, mais en dépassant leur animalité, ils avaient dépassé leur passion entre guillemets humaine. C'est le thème du film Intelligence artificielle, où les extraterrestres qui arrivent sur Terre après que la Terre ait disparu essayent de comprendre ce qui fait l'homme et ce qu'est l'amour exactement. Donc c'est tout le temps cette notion d'amour. J'essaierai d'en reparler dans d'autres vidéos. Donc voilà. Alors je parlais aussi de la colonisation de l'espace, on va coloniser Mars, tout ça. Alors c'est un peu orgueilleux de l'homme de vouloir coloniser l'espace de son vivant, car est-on vraiment fait pour coloniser l'espace de notre vivant? Je ne pense pas. Vous voyez que la conscience s'incarne dans des individus qui meurent à chaque fois, et vous voyez, le papa et la maman meurent, donnent la vie à un petit qui lui-même va accueillir la conscience et va accueillir, si vous voulez, l'esprit de Dieu en lui-même. C'est mon côté un peu religieux. Donc nous mourrons, mais Dieu perdure en nous tous et perdure dans la vie, et dans la conscience et dans le fait de pouvoir parler avec des notions de temps et d'espace et d'être capable de dire je suis, j'étais et je serai. Donc c'est peut-être orgueilleux de vouloir coloniser l'espace avec des vaisseaux, comme on voit dans les films fantastiques, avec des hommes qui traversent l'espace à bord de vaisseaux. N'est-ce pas plus simple de faire de l'ensemencement en sachant qu'obligatoirement, quand l'ensemencement arrive dans un milieu propice, il donnera à plus ou moins long terme, d'une façon aléatoire, mais à plus ou moins long terme, s'il est envoyé partout, il donnera un être qui un jour va se redresser, libérera ses mains, et deviendra un être conscient, capable de dire « j'étais, je suis et je serai », et surtout dans tout milieu,
toutes les galaxies, plutôt dans toutes les planètes, dans toutes les galaxies et dans certaines planètes de ces galaxies, il y a de fortes chances que l'on retrouve des humanoïdes, des hommes. Alors évidemment, s'il y a la pression atmosphérique, si la planète est plus grosse, donc il y a une plus grosse attraction, les êtres seront un peu plus courts. Si la planète est plus petite, comme on dit toujours, les êtres seront un peu plus longilignes. Mais, somme toute, c'est pas bien grave, ça donnera des individus qui se déplaceront sur Terre, en dehors de l'eau, qui sont sortis de l'eau, de ce milieu et de l'oxygène, et qui donneront des individus bipèdes, humains, humanoïdes, doués des capacités de pouvoir parler avec des notions de temps, d'avoir une conscience proche de celle de Dieu, et n'est-ce pas la conscience de Dieu, plutôt ça. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'humanité. Et peut-être que nous sommes tout simplement le résultat du désir de nos créateurs, on va dire de notre créateur primaire, après peut-être de nos créateurs, qui ne sont que notre créateur. Nous avons peut-être été ensemencés, et puis que la Terre n'est tout simplement que la Terre et nous qui naissons sur la Terre, c'est le désir, c'est peut-être simplement le désir divin, le désir de nos créateurs. Hein. Comme, vous voyez, un ovule et un petit spermatozoïde donnent un petit enfant, un nouveau-né, d'abord un fœtus, un nouveau-né, d'abord un agrégat de cellules, un fœtus, un nouveau-né, un petit enfant qui se redresse, hein, qui devient bipède, qui se met à parler avec des notions de temps et d'espace, qui devient un être conscient, capable de prendre du recul sur lui-même et d'être à l'image de Dieu. Et ben peut-être que tout ça est voulu, et peut-être que tout ça vient de très loin, hein, vient peut-être de nos ancêtres, qui sont eux-mêmes déjà morts, et qui ne font que relancer la vie avec peut-être de l'ensemencement, hein, peut-être que jusque des briques moléculaires, ou peut-être des ondes, je ne sais pas, mais on dirait le destin de l'humanité n'est peut-être pas de coloniser l'espace de son vivant, le destin de l'humanité est peut-être tout simplement de refaire l'humanité partout, même si nous sommes morts, c'est-à-dire morts mais vivants. C'est le paradoxe de Dieu, nous serons morts, mais nous aurons transmis la vie. Je suis mort, mais la vie, l'esprit est dans mes enfants. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc à mon avis, ça va se passer comme ça. Maintenant, c'est de la théologie, je n'ai pas forcément la science infuse, mais ce sont des pistes sur lesquelles il faut chercher. Ça serait bien de pouvoir ensemencer l'univers, et ça serait beaucoup moins coûteux. Mais bon, on a le temps, en espérant qu'on ne détruise pas notre planète. Voilà. Salut, c'était Fred Delavier. J'espère que vous avez compris un peu ce que je voulais dire. C'était sur la vie extraterrestre, et nous sommes peut-être le résultat d'un désir extraterrestre de vie, et à la base d'un désir divin. Salut, c'était Fred Delavier, à bientôt.